l'Observatoire de la diversité culturelle est une association qui est située au Lilas, qui travaille avec un public de proximité, donc bien sûr les Lilas et des communes autour, et puis la Seine-Saint-Denis. Donc c'est un territoire où il y a de la diversité, où il y a du métissage, donc pour nous c'est un territoire qui est source d'échanges, d'enrichissement, de découvertes. Donc on organise des rencontres en fait, entre des acteurs, des auteurs et le public. L'Observatoire, il a aussi une vocation à faire la réflexion sur la diversité culturelle. Donc pour ça, on a un site qui s'appelle combatmagazine.org. Donc un des principes fondateurs de l'Observatoire, c'est d'organiser des rencontres gratuites et accessibles à tout public. Et aussi, on essaie, dès qu'on peut, de changer de lieu. Donc on a fait des rencontres dans des parcs, dans des cafés, et on le fait au théâtre et au centre culturel des villes. On a une série d'initiatives différentes. Par exemple, on organise des ciné-clubs autour d'un film, on invite un sociologue, un philosophe, un écrivain, et on débat avec le public. On a aussi des ciné-conférences autour d'une ville, d'un pays ou d'une région. On a organisé par exemple quelque chose autour du Brésil, de la Colombie prochainement. Et là, ça se fait en partenariat avec un centre culturel étranger de Paris. Et on essaie une association de proximité des Lilas ou de Seine-Saint-Denis. Et là aussi, discussion avec le public, découverte de la région. Et l'idée, c'est qu'on ne se fixe pas sur un pays uniquement au travers d'aspects touristiques, mais qu'on essaie de découvrir quelque chose d'original, de spécifique, qui concerne plutôt une ville ou une région. Enfin, les rencontres littéraires, là, 2 volets. Un volet avec des rencontres d'écrivains de proximité, par exemple Didier Deninx, Laurent Benegui, qu'on a invité dernièrement, et aussi des découvertes d'écrivains étrangers. Donc là, on a tout un panel d'écrivains comme Ramon Griffero, Yasmina Khadra, Nancy Houston. On a lancé l'Observatoire autour d'un spectacle autour des femmes résistantes qu'on avait fait au parc Lucie Aubrac des Lilas. Et en 2009, on a fait une soirée spéciale Obama avec la projection de l'investiture en direct sur grand écran, 2 tables rondes. Une table ronde autour de la diversité en Seine-Saint-Denis et l'autre autour de comment la question de la diversité et du métissage a avancé depuis Martin Luther King aux États-Unis. Et enfin, on a fini une soirée en chanson avec 2 chanteuses anglophones. Bien que la notion de diversité soit présente dans le vocabulaire des chercheurs et historiens français depuis longtemps, je pense à Fernand Braudel qui l'évoque dans son livre L'identité de la France en disant que la France est diversité. Il faudra attendre le milieu des années 90 pour que la notion de diversité culturelle s'impose. À ce moment-là, nous vivons un moment particulier. La France promeut le concept d'exception culturelle. Il le promeut dans le cadre des instances internationales, et notamment la plus importante d'entre elles, l'Organisation mondiale du commerce, qui vient de prendre le relais du GATT, qui légifère sur les accords commerciaux internationaux depuis une demi-siècle. Mais le problème, la France se trouve au niveau international un peu isolée parce que l'exception culturelle fait référence trop spécifiquement justement à la singularité française un peu exceptionnelle. Parallèlement, dans d'autres pays comme le Canada, on se sert justement de la notion de diversité culturelle pour se défendre contre l'omnipuissance de la publicité américaine dans les My News magazines américains qui sont exportés sur le territoire canadien. Le Canada dépose un recours auprès de l'OMC et qu'il refuse. Et du coup, le Canada devient l'allié objectif de la France et ensemble, avec d'autres pays, ils vont imposer l'idée que la diversité culturelle devienne un enjeu, notamment pour défendre la culture par rapport au marché, notamment, afin qu'elle ne soit pas une marchandise comme les autres. Alors, la diversité culturelle s'impose d'autant plus facilement à l'époque que l'AMI, l'accord multilatéral sur les investissements, est en débat.
auprès des créateurs et notamment des artisans du cinéma. L'ami est débouté et très vite la diversité culturelle deviendra l'argument principal de plusieurs pays, et notamment la France, comme argument pour protéger la culture des tentations ultralibérales. Et donc, par la suite, il sera proposé à l'UNESCO en décembre 2001, et en 2005, il y aura donc la convention, et je lis en 2005, le 17 octobre 2005, sera adoptée la convention sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques par une très grande majorité de pays. Il faut dire que la diversité, donc, on le voit, est née des instances gouvernementales pour des enjeux de commerce international. Il faut dire qu'en même temps, il y a aussi l'intérêt de la part des grandes sociétés multinationales, notamment qui s'occupent des industries culturelles, à promouvoir la diversité culturelle. Et ce qui conduit notamment l'ancien patron de Vivendi, Jean-Marie Messier, à se faire de papier dans le monde pour défendre la diversité culturelle. Et ils sont nombreux à le faire parce que par ce biais, on défend la diversité culturelle du marché. Les grands patrons ont besoin de légitimation pour affirmer et défendre leurs produits culturels. L'ambivalence du terme renvoie à la fois à l'un et à l'autre. Eh bien, sur le plan des concepts, on a tendance à associer la diversité culturelle au multiculturalisme. Le multiculturalisme naît à la fin des années 60 des Cultural Studies aux États-Unis et en Australie, et notamment au Canada également. Issu donc de pays à forte immigration et de tradition libérale, le multiculturalisme devient une politique de reconnaissance, selon les termes de Charles Taylor, qui a théorisé cette notion qui s'affirme déjà dès le début des années 70 comme une politique en elle-même. Elle est basée, elle se distingue notamment de l'interculturalisme, qui est une approche beaucoup plus axée sur le moi, sur l'individu, sur une approche qui est plus personnalisée et qui est développée notamment par l'Église dans une problématique de missionariat, disons, large, élargie. Et tous ces termes qui apparaissent, si vous voulez, dans la fin des années 80, sont interchangeables, on les confond souvent, alors qu'ils sont radicalement différents. Enfin, la transculturation ou transculture, elle émerge à la fin des années 40 pour traduire la complexité identitaire d'un pays comme le Cuba, qui, avec 4 héritages culturels, a besoin à l'époque de penser sa différence. Et certains, Fernando Ortiz, développe la notion de transculturation, qui est en fait une théorie du métissage, une théorie culturelle et politique du métissage tel qu'il se développe en Amérique du Sud et dans les Amériques en général. Cette notion ensuite sera reprise par la psychiatrie à la fin des années 40 et aussi par des écrivains, et notamment par un groupe auquel j'ai appartenu dans les années 60-80. Tout ça pour dire comment la notion de diversité, si vous voulez, n'est pas finalement une notion, un outil conceptuel, il est l'enjeu notamment de rapport de force, un rapport de force final qui se repose d'un côté,
les tenants d'un ultralibéralisme qui veulent tirer, si vous voulez, la notion de diversité vers eux, en développant à outrance le marché, et de l'autre, les forces plus populaires auxquelles appartient l'Observatoire, à mes yeux, et avec ceux qui défendent une transculturation de la culture, et qui se redéploient autour de une idée autre de la République. Voilà, poser très simplement les termes du débat, et c'est ce que nous essayons de faire au sein de l'Observatoire. Donc l'ODC mène en ce moment une enquête sur le milieu associatif en Seine-Saint-Denis qui œuvre à la diversité culturelle. Donc concrètement déjà, pourquoi cette enquête? En ce moment, la diversité culturelle, c'est un thème à la mode en France, mais qui est pris sur un registre qui peut-être n'est pas celui, en tout cas, qui est défendu à l'ODC. Donc concrètement, comme Fulvio l'a expliqué tout à l'heure, on parle de la diversité culturelle aujourd'hui comme en gros de la discrimination positive. On dit qu'il n'y a pas dans les hautes sphères, donc soit médiatiques, politiques, économiques, de la société française, de représentation de la diversité de la population qui existe. Et donc il faudrait que ces différentes sphères-là soient un reflet de la réalité de la société. Et ce qu'on propose, ce que ces personnes proposent, c'est donc de faire une discrimination positive pour permettre à ces personnes issues des minorités d'émerger. Sauf que cela pose un certain nombre de problèmes, à savoir, donc cela rentre en contradiction avec le modèle français qui est un modèle républicain, où tous les citoyens sont égaux devant la loi, et où justement on ne peut pas passer par de la discrimination, négative comme positive. Et on considère que les sociétés, les entreprises, les élites qui promeuvent cette diversité culturelle aujourd'hui le font sur un discours libéral, et où en fait c'est une manière pour eux de pouvoir utiliser de la discrimination justement en entreprise, ce qui leur est interdit aujourd'hui. Donc concrètement, ils vont dire voilà, il nous faut plus de Noirs, plus de Portugais, plus de voilà, pour qu'ils reflètent au sein de notre société le reste de la société française. Cela pose un certain nombre de problèmes parce qu'à un moment on dira non, on a trop de cette communauté-là et pas assez de celle-là, donc et on rentrera dans de la discrimination positive. C'est un sujet qui est particulièrement important en Seine-Saint-Denis, puisque c'est l'un des territoires en France où il y a le plus de brassage justement de population, de culture. Pour prendre un exemple, par exemple la ville d'Aubervilliers, il y a 90 nationalités qui sont représentées, et donc il y a une confrontation, une rencontre dans la réalité de ce thème qui nous intéresse, la diversité. Et il y a des associations qui œuvrent justement sur le terrain, concrètement, à faire en sorte que ces rencontres, que ce que nous on appelle la transculture, ça veut dire justement les rencontres des apports des uns et des autres, eh bien elles s'articulent de manière pacifiée, et qu'on ne rentre pas dans un discours donc au niveau global de choc des civilisations. Ça veut dire d'un côté par exemple soit les chrétiens, les musulmans, d'un côté les noirs, d'un côté les beurs, d'un côté les français de souche. Et comment concrètement faire en sorte que tous ces gens communiquent entre eux, que tous ces gens dans un climat pacifié puissent échanger. Et donc concrètement ces associations elles œuvrent à travers ce qu'on appelle l'éducation populaire. Ça veut dire des actions, ça peut être sur le thème de la danse, de la musique, du cinéma, ça peut être des conférences où chacun présente sa spécificité mais dans un dialogue avec les autres. Et ça se fait souvent soit au niveau des écoles, donc par des actions dans les collèges, etc., où on demande aux gens de faire un travail sur eux-mêmes, de définir qui ils sont, comment ils se ressentent, mais aussi comment ils communiquent avec les autres, comment ils se définissent dans leur rapport avec les autres. Et on pense que tout cela, mis ensemble, permet une société plus pacifiée et permet de surmonter en quelque sorte les handicaps qui se posent effectivement aujourd'hui dans la société française, où il y a une incompréhension, il y a un manque de dialogue entre des personnes qui viennent de cultures, qui viennent d'expériences personnelles différentes, et où il y a des rejets, il y a des incompréhensions, il y a des amalgames, il y a des préjugés qui empêchent que tout le monde puisse vivre ensemble
et sans qu'on ait des œillères sur les uns ou les autres. Et donc concrètement, l'EDC en ce moment recense les associations qui œuvrent sur ce thème-là, pour montrer que sur le terrain, dès maintenant, il y a des gens qui essayent, à côté des grands discours qui se mènent aujourd'hui sur la diversité positive, la diversité culturelle, mais dans le concret de ce qui pour nous représente cette diversité culturelle, à faire en sorte que voilà, les gens puissent vivre mieux ensemble. Donc on en a recensé pour l'instant une quarantaine d'associations qui répondent à ce profil-là, et on cherche à savoir qui fait quoi, quelle est la démarche qui sous-tend ces actions-là, et que faire ensemble pour que en Seine-Saint-Denis, les gens puissent mieux communiquer entre eux, qu'il y ait une meilleure compréhension des uns et des autres, et que nous vivons dans une société plus pacifiée et où il y ait plus de dialogue.